le sujet des ententes et des abus de position dominante se prête assez bien au jeu des comparaisons, des points communs et des points de dissemblance. D'abord, un point commun majeur, les ententes et les abus de position dominante sont les deux composantes de ce qu'on appelle les pratiques anticoncurrentielles, qu'on appelle parfois aussi antitrust au sens étroit en français, et qui constituent le cœur, la matière essentielle, je dirais, en droit de la concurrence. En cela, c'est déjà un premier point commun. Deuxième point commun, les ententes et les abus de position dominante traitent du comportement des entreprises, qu'il s'agisse soit d'un comportement multilatéral, les ententes, ou comportement unilatéral. Je viendrai sur ces points de distinction. Mais on traite bien d'un sujet de comportement et dans une perspective quasi-judiciaire. Je dis quasi parce qu'on n'est pas tout à fait dans un domaine judiciaire, mais il s'agit bien d'évaluer les comportements d'entreprise ex post, donc, lorsqu'ils sont avérés, pour, le cas échéant, imposer des sanctions. Donc, procédure quasi-judiciaire, analyse comportementale, risque de sanction, voilà les principaux points de ressemblance entre entente et abus de position dominante. Maintenant, il y a des points de dissemblance. D'abord, les ententes, je l'ai dit, traitent de pratiques multilatérales. Pour qu'il y ait entente, il faut qu'il y ait au moins deux entreprises. Il n'y a pas d'entente entre deux composantes d'une entreprise unique. C'est pour ça, par exemple, qu'on ne pourra pas parler, en principe, d'une entente entre une société mère et sa filiale contrôlée. Donc une entente, ça demande au moins deux parties, deux entreprises. À l'inverse, l'abus de position dominante implique en principe un comportement unilatéral d'une seule entreprise. Certes, on peut également retrouver des cas de figure de position dominante collective, mais lorsqu'on parle d'abus de position dominante, la plupart du temps, dans l'immense majorité des cas, on parle bien de comportements unilatéraux. Donc voilà un point de dissemblance. Un autre point de dissemblance entre entente et abus de position dominante, c'est que, ne serait-ce qu'en termes statistiques, on a beaucoup plus d'affaires d'entente anticoncurrentielle que d'affaires d'abus de position dominante. Parce que définir un abus de position dominante requiert une analyse à la fois juridique et économique relativement complexe. Il faut d'abord, je parle ici des abus de position dominante, définir le marché, évaluer si une entreprise détient une position dominante sur ce marché. Jusqu'il y a peu, on se contentait de façon assez grossière d'un relativement simple analyse de part de marché. Aujourd'hui, l'analyse économique est beaucoup plus subtile. Et enfin, et surtout, la question est de savoir si tel ou tel comportement est abusif. Et là, il n'y a pas véritablement, en matière d'abus de position dominante, de catalogue tout fait de pratiques abusives en tant que telles. C'était peut-être un tout petit peu la pratique il y a encore 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, l'analyse économique est beaucoup plus subtile. C'est ça, je crois, qui différencie le plus la matière de l'abus de position dominante et des ententes. En matière d'abus de position dominante, l'analyse économique est plus importante, plus compliquée, et ça se traduit par un nombre moins important d'affaires. En matière d'entente, je dirais on est sur un terrain relativement simple. Pas toujours, bien entendu, notamment en matière d'entente verticale, il y a des questions parfois un petit peu ardues qui se posent. Mais lorsqu'on parle de certaines ententes anticoncurrentielles horizontales pures et dures, des cartels, des répartitions de clients, de marchés, des ententes sur les prix, là on est, je dirais, sur un terrain assez clairement balisé, sur lequel il n'y a pas de divergence d'opinion entre économistes et entre juristes. Un cartel pur et dur, c'est juste sanctionnable. Voilà une différence importante entre entente et abus de position dominante. Un dernier point sur lequel les deux matières se différencient assez nettement, c'est qu'en matière d'entente anticoncurrentielle, une exemption est possible. Ce n'est pas le cas en matière d'abus de position dominante, sous réserve de ce qu'on peut dire en matière d'efficience économique, j'y reviendrai. En matière d'entente, hormis les cas purs et durs de cartels horizontaux, secrets, portant sur les pratiques les plus graves, fixation de prix, répartition de clients ou de marché, etc., certaines pratiques restrictives sont parfaitement exemptables. Même entre concurrents, même horizontales, on peut penser à des pratiques de recherche, de mise en commun de ressources en matière de recherche et développement ou des accords de commercialisation ou de production. C'est exemptable à un certain nombre de conditions. Il faut, pour faire simple, que la balance des intérêts penche en faveur de l'aspect pro-concurrentiel ou en tout cas pro-économique de l'entente et contrebalance donc les éventuels effets anticoncurrentiels. Donc on a une possibilité d'exemption, soit par catégorie, soit individuelle, en matière d'entente. Une telle possibilité d'exemption n'existe pas véritablement en matière d'abus de position dominante. Dès lors qu'on fait face à un abus avéré, il n'y a pas d'exemption possible.
Je fais un petit bémol ici parce que, en matière d'abus de position dominante, la prise en compte de possibles efficacités de gains d'efficience économique joue à peu près, pour faire simple, à peu près le même rôle finalement que les exemptions en matière d'entente, bien que là on joue plus sur la question de la qualification en tant qu'abus de position dominante et non pas tellement sur le terrain de son exemption. Donc une différence relativement significative, exemption d'un côté, pas d'exemption de l'autre.